Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Face à l'actu de ce jour sur First Afrique Télévision. Rigueur, intransigeance, révélation, aveux et revendications ont marqué sa première sortie médiatique au lendemain de sa réélection avec un taux record. Réélu à plus de 86% des suffrages exprimés, le chantre de la rupture de nouveau départ paraît égal à lui-même. Fier de ce score, Patrice Talon entend conduire le pouvoir avec dextérité tout le mandat durant pour que son pays connaisse un développement inégalable au bout des 5 prochaines années. Mais pour y arriver, il assure que la complaisance ne sera pas un de ses alliés, d'où son incapacité à dialoguer avec des terroristes présumés. Un aveu aussi s'est invité dans cet entretien accordé par le chef de l'État à France 24 et RFI. Il avoue, contrairement à ce que beaucoup pensaient, qu'il est à l'initiative de la révision constitutionnelle intervenue en 2019. Pour décrypter la sortie de Patrice Talon, je reçois pour vous Jos Perzo Anago, directeur de publication du journal La Dépêche. Jos Perzo, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à mon vis-à-vis. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de lui, Sostène Tofou, enseignant-chercheur à l'Université d'Abou-Calavi, membre par ailleurs du Bloc républicain. Sostène Tofou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis journalistes, et bonjour à mon vis-à-vis. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, vous avez tous suivi Patrice Talon à l'instar de tous les Béninois. Et quelle appréciation faites-vous, Jos Perzo Anago, de la sortie de la prestation de Patrice Talon? Merci, chers confrères, merci aux amis internautes. D'entrée de jeu, je dirais que j'ai été déçu à deux niveaux. À deux niveaux essentiellement. Dans un premier temps, j'ai été déçu de par le choix qu'opère à chaque fois le chef de l'État. Un choix qui renvoie à Saint-Glinglin, pour ne pas dire renvoie à l'oubli, la possibilité ou la capacité pour les Béninois, les médias béninois, n'est-ce pas, de pouvoir écouter, suivre ou échanger avec le président de la République. À chaque fois, vous aviez remarqué que le président, pour s'adresser à ses compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, parce que la plus grosse communauté des Béninois se situe au Bénin, à moins qu'on me dise le contraire, il préfère donc s'adresser à ses compatriotes par presse internationale interposée. Mais est-ce qu'il n'est pas libre de choisir le média qui le convient pour adresser la parole à sa communauté? Il s'agit ici d'une question de bon sens et de logique. C'est-à-dire que le choix vienne de façon intrinsèque d'un individu, cela n'est pas mon problème. Moi, je dis logiquement, je suis porteur de médias, vous l'êtes vous aussi, l'ORTB est là, et je n'en citerai pas, il y en a toute une fois. Et donc, le chef de l'État, qui est d'abord le tout premier promoteur, ou alors celui qui doit promouvoir les médias et les valeurs du pays, c'est lui qui s'en va se voter dans les sièges de RFI et de France 24. Accepter que je n'en sois pas heureux, cela va de soi. C'est ma première déception. La deuxième déception, et elle est grande aussi, c'est le chef de l'État que je m'attendais pouvoir se défaire de ses oripeaux de justicier du moment, juge à la limite, donneur de leçons et tout ce qu'on veut. Et je m'attendais à voir un président qui se mette au-dessus de la mêlée, tout au moins. Mais j'ai vu un président hyper partisan, celui qui a déjà jugé en lieu et place de la justice certains compatriotes pour des faits qui sont encore pendants. Je suis déçu à ce niveau et les propos du chef de l'État que je m'attendais à voir un peu en hauteur sont descendus à un niveau où je me dis, c'est-à-dire les services de communication du chef de l'État, ou à moins que ce soit le chef de l'État qui soit devenu lui-même son propre communicant, son stratège, sa cellule. Autrement, il y a eu des propos qui, au plan diplomatique, laissent à désirer, des propos qui sont chargés d'incidents, et je voudrais m'en arrêter là pour dire j'ai été dessus à deux niveaux, et cela m'engage. Vous semblez avoir oublié que le Patrice Talon, président de la République, est le
président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il y a des informations des juridictions qui sont sous sa tutelle. Chers confrères, vous m'en direz tant. Je viens d'apprendre, alors on ne finit jamais d'apprendre, je viens d'apprendre que le chef de l'État puisse se supplier à la justice de son pays. Et donc, c'est vous qui le dites. Ah ben, puisque vous venez de me dire, en tant que premier magistrat du pays, il est en droit de juger. Il y a des informations qui les informations ne sont pas divulguées par le chef de l'État. Pas du tout. À moins que vous me montriez l'alinéa de nos lois qui permettent au chef de l'État de juger. Il s'agissait d'un jugement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez tellement suivi comme Jesper Zanago, le chef de l'État. Quel regard portez-vous sur le message délivré par le chef de l'État sur France 24 et RFI? Je vous remercie. Avant de parler du message du chef de l'État, à écouter mon vis-à-vis, j'ai eu un peu l'impression que, lorsque souvent, nous voyons le chef de l'État avec des journalistes béninois lui poser des questions, parler des questions concernant la nation, que mon vis-à-vis, souvent n'a pas suivi ou n'était pas là. Alors, pour revenir au fait que le chef de l'État ait choisi France 24 et RFI, j'ai bien envie de dire, nous sommes tous béninois, nous sommes au Bénin, et nous avons des béninois qui sont au niveau de la diaspora. Mais lorsque des béninois qui, en réalité, ont des choses à se reprocher, fuient, vont à l'extérieur et utilisent ces chaînes-là, il est naturel, il est normal que le chef de l'État utilise le même canal que ceux-là et communique de la même manière. Sont suivis, satellites sont suivis aussi à l'extérieur. Pourquoi ne pas promouvoir les médias nationaux, les médias locaux pour passer son message en tant que... Il n'y a aucun Béninois pouvant dire que le chef de l'État béninois ne promeut pas les médias béninois. Non. Non. Je m'inscris en faux. Mais ça devient par rapport à cela. Ça devient récurrent, le fait d'intervenir sur les médias internationaux. Vous venez de le dire, c'est comme de la réponse. Je ne suis pas journaliste, mais je sais que lorsqu'on parle de moi, lorsque je suis chef d'État et qu'on parle de mon gouvernement sur des chaînes de télévision ou de radio à l'international, j'ai un droit de réponse que je peux choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser. Dans le contexte actuel où l'on veuille sur ces chaînes-là diaboliser le Bénin, diaboliser la démocratie du Bénin, je trouve tout à fait normal que le chef de l'État utilise le même canal, peut-être même que ceux-là qui sont instigateurs de tout ce qui est déblatéré sur les ondes par rapport au Bénin, par rapport à la démocratie du Bénin, peut-être que ceux-là n'utilisent pas nos chaînes. Donc, ne demandez pas que l'on ne puisse pas utiliser les chaînes qu'il faut pour qu'ils entendent, pour qu'ils écoutent réellement ce que le chef de l'État a dit. Parce que je l'ai déjà dit ailleurs, je l'ai déjà dit sur l'OATB d'ailleurs. J'ai dit ceci. Le 11 avril, il y a eu élection au Bénin, il y a eu élection au Tchad. Aujourd'hui, nous connaissons la suite. Mais sur quel pays toutes les attentions sont focalisées? C'est sur le Bénin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui se passe au Bénin. Allez écrire. Lorsque les gens jettent l'heure de folie sur vous, sachez que certainement, vous êtes sur la bonne voie. Et ça, c'est connu. C'est connu de tous. Je dis ceci. Le chef de l'État peut se lever, utiliser l'ORTB, utiliser les canaux de communication nationaux. Il peut choisir sur des questions pointues d'utiliser les mêmes canaux que les gens à l'extérieur utilisent pour qu'ils puissent l'écouter, pour qu'ils puissent avoir un droit de réponse. C'est juste ce que le chef de l'État a fait. C'est exactement ce que le chef de l'État a fait. Et bien avant ça, il a eu à dire, lorsque vous voulez intervenir, lorsque vous voulez parler d'un pays, concentrez-vous. Allez regarder ce qui s'y fait. Allez voir comment les choses se passent. Et en ce moment, vous aurez la possibilité de parler véritablement pour rester dans la neutralité ou pour être partisan. Alors, je voudrais finir en disant, je n'ai pas vu le chef de l'État en tant que juge, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. Non,
j'ai vu le chef de l'État qui, à un moment donné, a choisi de dire les informations dont nous disposons, non, chef d'État, nous permettent de mener les actions que nous menons. Nous l'avons vu, nous avons vu ça aux États-Unis. N'oublions pas, parce que nous avons tout fait d'oublier ce qui se passe ailleurs et de diaboliser ce qui se passe chez nous. Nous avons vu les États-Unis. On est allé, la plus vieille démocratie au monde, on est allé jusqu'à mettre à mal la démocratie au Capitole. Mais Biden est venu. Il n'y a pas eu des arrestations. Qui s'est offusqué? Qui a crié? Est-ce que c'est parce que nous sommes au Bénin et que nous sommes béninois? Mais Biden que s'il y a, officiellement sur l'affaire Capitole. Mais je n'ai pas fini. Si vous voulez entendre, vous allez entendre. En France, il y a des milliers de personnes qu'on arrête sous prétexte qu'il y a eu subversion, il y a eu ceci, il y a eu cela. Personne ne dira. C'est le procureur qui sort pour en parler, c'est pas le chef de l'État français qui sort pour en parler. Vous n'avez pas vu le procureur spécial sorti pour parler de ces affaires-là. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron être obligé de s'exprimer pour clarifier des situations. Mais j'ai l'impression, en dernier ressort, vous avez l'impression que c'est en premier ressort que le chef de l'État est sorti. Le chef de l'État est sorti à un moment où il fallait informer, il fallait calmer, il fallait montrer la position du Bénin. Il fallait, à un moment donné, dire, bon, quoi que nous disions, le Bénin reste un pays souverain. Patrice Talon défend la souveraineté de son État. Il dit que dans son entretien, toujours, il dit que le Bénin est un pays souverain et qu'il n'a de leçons à recevoir de personne. Il est allé loin, il a apprécié la réaction des États-Unis en disant que leur réaction était tout à fait normale, que tout le monde devait faire pareil. Mais le lendemain, on a appris que le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice des États-Unis. Comment vous comprenez cette affaire-là, M. Alingo? Chers confrères, chers amis internautes, je vous prends à témoin pour dire qu'à chaque fois, lorsque le chef d'État intervient, je suis heureux, je me dis, voilà, il va raconter énormément de choses. Je peux en écrire un livre. Non, énormément de bonnes choses ou de mauvaises. Enfin, de toute façon, le journaliste que je suis à la quête de l'information, je suis à la cueillette de l'information. Dès qu'il prend le micro, je me dis, alors là, ça, c'est la meilleure occasion pour que les déraillements et tout se suivent. Et ça ne rate, ça ne va pas. Quand on est président de la République, je n'apprendrai rien à personne. Je ne voudrais pas parler de devoir de réserve, non, mais il y a une certaine hauteur d'esprit, il y a une certaine diplomatie qui accompagne la démarche du président de la République. Les faux ou les mauvaises besognes, on peut les confier à des sous-fifres qui viennent mettre le feu, le chef vient, il éteint. Vous pensez qu'il s'est prêté à une mauvaise besogne? Le chef de l'État, je l'ai lu, et donc quoi qu'on dise, j'ai une obligation de résultat et je peux l'interpeller. À moins qu'on me dise aujourd'hui qu'une fois que j'ai élu mon président de la République, je n'ai plus le droit de lui dire qu'il fait mal ou qu'il fait bien. Je suis en droit, en tant que citoyen, de demander, c'est une sorte de réédition. Donc le chef de l'État doit se comporter de sorte que, diplomatiquement parlant, je dois pouvoir en être fier. Je n'ai pas été fier et ce n'est pas un crime que de le dire. Et donc je réclame de la part de mon chef de l'État plus de diplomatie, plus de hauteur. Voyez, lorsque, au tournure de ces échanges, le chef de l'État laisse entendre que tel, moi je me refuserai de le dire dans la mesure où tout ça devant les juridictions. On cite le nom d'une telle, on dit, bon ben, tel, vous savez, a vécu dans tel pays. Et le journaliste qui dit, ben, monsieur, c'est comme si de façon, vous interpellez un pays. Vos propos sont, il dit, de là, son majesté a parlé. C'est-à-dire une discussion de sérail. Non, ça ne sait pas. Quand on a des informations, est-ce qu'il ne faut pas en parler? Pas au président de la République de dire tout ce qu'on a entendu la dernière fois. Libre à ceux qui pensent, même à mon vis-à-vis qui croit que le chef de l'État détient des informations, il est même allé jusqu'à dire les informations dont nous sommes en possession. Je ne suis en possession d'aucune information dans la mesure où cette affaire est encore pendante. Ailleurs, ce que nous citons, en fait, c'est ça aussi le drame béninois. Lorsque ça va de son côté, on dit mais les États-Unis sont bons, la France est une bonne nation, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Je reviendrai à la souveraineté dont on parle tantôt. Et donc, mais aux États-Unis, même Macron ne peut se permettre de dire ce que le président de la République béninoise a eu à dire. Macron connaît les limites que lui imposent ses charges. Et il revient, par exemple, au préfet de police, au procureur de la République, de jeter certains pavés dans la barre. Parce que c'est son domaine de compétence. Bon, mais ici, fut-on premier magistrat, il y a des limites que le chef de l'État a tout fait de griller. Et ce n'est pas la première fois. Bon, il le fait. Et donc que le président de la République le fait, souvent suivez ce que fait la justice après. Le chef de l'État a déjà condamné, il n'y a plus de problème, la justice va exécuter. Vous voulez dire que la justice est aux ordres? Oh, c'est une évidence, je l'assume, s'il vous plaît. Et pour dire ceci, le visage de la justice aujourd'hui au Bénin, c'est-à-dire, n'est pas agréable à voir. Je voudrais plutôt revenir à... Vous n'êtes pas interpellé, vous n'êtes pas condamné, vous êtes dit ça, dit que... Je suis un autant... La justice ne condamne que ceux qui ont commis des faits illégaux. Vous savez, dans l'exercice de mes fonctions, ou de mon job, pour faire plus trivial, je sais à quoi je suis confronté tous les jours que Dieu fait. Donc, je voudrais m'en arrêter là, parce que ce n'est pas ma personne qui fait fonction de choses aujourd'hui. Il s'agit ici d'un débat beaucoup plus élevé que ma petite personne. Donc, on clôture ce débat. Ma personne ne compte pas. Je voudrais plutôt dire, parlant de la souveraineté, je suis heureux que c'est quand ça gêne qu'on parle de souveraineté. Quand ça ne gêne pas, on n'est pas du tout malaisé à l'Élysée ou ailleurs aux côtés du président Hollande de demander, mais venez nous aider, on a besoin de gens, on a besoin de diplômés parce que nous n'en avons pas. Chez nous, c'est un désert de compétences et tout ce qu'on veut. Venez nous aider, on fait venir les Belges, on recolonise le port de Cotonou et tout. Ça, là, la souveraineté n'existe pas en ce moment. Mais lorsqu'il s'agit de dire, mais ce que vous faites n'est pas bien, la démocratie, voilà les contenus, les contenants de la démocratie, les droits humains, voilà un peu les paramètres ou les standards en termes de droits humains, tout de suite, on nargue de ce que la souveraineté existe désormais. Je trouve que ça n'est pas une bonne chose. Soyons sincères, soyons moins hypocrites. La souveraineté, lorsque vous parlez de souveraineté, il y a des souverainetés que vous partagez avec l'humanité. Vous ne pouvez parler de souveraineté lorsque les droits humains sont maltraités, sont piétinés. Lorsque vous les piétinez, les droits humains sont universels. Ça a été clair. On pose des actes, on assume la responsabilité. Il n'y a plus le temps de faire des choses et de se réfugier derrière les droits de l'homme pour ne pas en assumer la responsabilité. Je suis désolé de vous le dire. Et ce n'est pas parce que si mon chef de l'État, au détour de certains propos, se trompe, que moi je vais me réfugier sous quelle peur pour dire qu'il ne s'est pas trompé. Je dirais, monsieur le président, vous vous êtes trompé. Et ça, respectueusement en plus. Sur cet aspect, je dis le chef de l'État ne peut pas se substituer à quoi que ce soit pour dire les droits humains, on peut les brimer. Enfin, si, on peut les brimer et on va en assumer les conséquences. Il n'existe pas. Quand on commence par dire ça, Mussolini n'est plus loin. Je ne voudrais pas que mon chef de l'État se mette dans ce schéma parce qu'il ne lui revient pas de dire on peut brimer. Lorsque le chef de l'État va jusqu'à dire nous allons compromettre la paix pour obtenir le développement. Non, mais il n'y a pas de contexte possible. Les mots ont une connotation. Les mots ont de l'essence. Et lorsque on sait à quel moment les utiliser, autant s'abstenir. Mais on ne peut pas dire qu'on peut compromettre la paix. On ne peut pas non plus dire qu'on peut faire que les droits humains, on va assumer. Non, vous ne pourrez pas. Parce que tôt ou tard, vous serez interpellé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des standards sur lesquels on peut fonctionner. La gestion d'un État n'est plus du fait de l'inspiration du moment de quelqu'un. Non. C'est-à-dire, certains on dira gérer des États, des nations. Et donc, on peut aujourd'hui trouver un certain nombre de documents, d'outils qui existent sur lesquels on se met pour travailler. Personne ne peut inventer le fil à couper le bois. Suzanne Teufon, Patrice Talon pense que ce n'est pas bien de gracier ou de voter encore une loi d'amnistie cette fois-ci, puisqu'en 2019, après les incidents du 1er 2 mai, il y a eu une loi d'amnistie. Maintenant, il pense qu'il faut assumer ceux qui ont commandité, ceux qui ont commis les actes et les complices doivent assumer devant la justice. Comment accueillez-vous cette rigueur, cette intransigeance du chef de l'État? Je vais venir sur l'intransigeance du chef de l'État. Mais en attendant, j'ai parlé de souveraineté et mon vis-à-vis est revenu sur la souveraineté. J'ai l'impression que nous avons deux visions différentes de la souveraineté. La souveraineté ne veut pas dire de l'isolationnisme, non. La souveraineté n'empêche pas d'aller chercher des gens qui ont plus de compétences que nous dans des domaines donnés.
quitte à les rétribuer par rapport à ce qu'ils ont fait. Non. Moi, je suis beaucoup plus du secteur où c'est pas le dilatoire, je suis de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous êtes dans un pays et que vous avez des usines dans un pays, et qu'il n'y a pas un seul Béninois, il n'y a pas deux Béninois capables d'aller réparer des usines qui vont permettre le développement, lorsque ces usines-là tombent en panne, lorsque vous n'avez pas des gens pour pouvoir le faire, vous êtes obligé d'aller chercher ceux qui sont compétents. Ça ne veut pas dire que vous avez vendangé votre souveraineté. Soyons dans la logique des choses. Est-ce que vous... Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Non, attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, les bancs de laboratoire et autres que nous avons, même dans les chaînes de télévision, allez vérifier. Demandez ceux-là qui ont la compétence pratique pour réparer ces appareils lorsque ça tombe en panne. Mais à la limite, on va jusqu'à chercher des Libanais pour venir les faire. Pensez-vous que le Béninois n'est pas suffisamment intelligent, n'est pas suffisamment apte lorsqu'on le met dans les conditions données de faire ces réparations-là? Non. Et c'est ce à quoi le chef de l'État a dit qu'il faut qu'on s'attelle. Après le dilatoire, après le français, après la théorie, nous devons maîtriser la pratique. Ça n'empêche pas d'aller chercher des gens. Ça ne veut pas dire que l'on n'est plus souverain. Mieux, j'ai entendu que le chef de l'État doit être au-dessus de la mêlée, que Macron connaît les limites, ainsi de suite. J'ai dit, mais c'est terrible. Pourquoi cherchons-nous tout le temps à aduler toutes les bêtises qui viennent de loin? Je vais répéter quelque chose que Macron a dit au Tchad. Il a dit, nous ne permettrons à personne de mettre, d'aboutir à l'instabilité du Tchad, de mettre à mal la stabilité du Tchad. Mais lorsque Macron le dit, Macron parle à qui? Macron parle aux Russes, il parle aux Turcs, il parle à ceux-là qui viennent maintenant dans le Sahel pour dire, bon, nous-mêmes, nous sommes intéressés par ce que vous faites dans le Sahel. Mieux, je l'interprète parce que je le comprends bien. Et je connais, en tout cas, un tout petit peu la politique au Sahel. Et je dis, lorsque le président Biden se lève et traite le président russe de tueur, ben, il connaît les limites en matière de démocratie. Non, cessons de diaboliser ce qu'il y a à nous. Non, pas du tout, pas du tout. Faire croire, vouloir faire croire qu'en réalité, que c'est Patrice Talon qui ne connaît pas les limites de ce qu'on doit dire en démocratie, c'est ça que je refute. Pour dire que dans les grandes démocraties, les gens disent pire. Pensez-vous que Joe Biden, qui a été tout le temps vice-président des États-Unis et qui est passé président, ne connaît pas les limites de la démocratie et traite Vladimir Poutine de tueur? Non. Ne diabolisons pas. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Maintenant, je reviens pour dire ceci. Lorsque le président Patrice Talon est, par la force des choses, par des concours de circonstances, obligé de s'exprimer, je peux choisir de concéder le fait qu'il dise certaines choses qu'il a eu à dire, il peut confier au sous-vif. Je ne veux pas me substituer au chef de l'État. Ce que je retiens, c'est quoi? Pour que le chef de l'État arrive sur France 24, RFI, à dire ce qu'il a dit, c'est qu'il a envoyé un message. On peut vouloir... Non, le message, c'est dire, je sais ce que vous faites. Vous, pays voisins, je sais ce que vous faites. Je suis informé de certaines choses que vous faites, mais je ne sais pas si ce à quoi vous avez contribué, c'est ce qui est appliqué sur le terrain. Il a été suffisamment clair. Mais il dit ceci. En 2019, 1er et 2 mai, vraiment, je m'incline un peu. Aujourd'hui, 2 mai, qui est même fête anniversaire de notre trouvaille de ramener des chasseurs, de les étaler devant une maison à Kadiaoum pour dire, bon, oui, nous avons vu. Nous avons vu. Je suis totalement responsable de ce que je dis. J'ai vu.
Et je peux vous assurer que j'ai des bandes pour encore montrer que nous avons vu. On a ramené des chasseurs qui ont même étalé, je ne sais quoi, devant une maison à Kadiom aussi, pour dire, évidemment, vous savez très bien. Et donc, ça a été fait. Vous avez vu combien de milliards sont partis en fumée parce que certains ont décidé qu'en démocratie, il fallait incendier, tuer leur prochain pour revenir au pouvoir. Non, je l'avais déjà dit. C'est au loto qu'on gagne au désordre, dans le désordre. On ne peut pas quitter le désordre et arriver au pouvoir. Non, c'est pas du TSC, c'est pas du loto. Je dis, et je répète ici, le chef de l'État est allé jusqu'à dire, certains qu'on avait arrêtés en 2019 ont récidivé et on les a arrêtés. Et donc en 2019, les gens ont parlé d'assises et autres pour pouvoir trouver un tremplin pour parler de gouvernement d'union nationale et s'entourer de la caillotte, comme on le dit. Et comme si ça ne suffisait pas, après l'amnistie, les mêmes personnes ont récidivé. Dans un pays où les gens font, on pardonne, ils recommencent et on pardonne, c'est un pays qui devient un pays d'anarchie. Dans ces conditions, comment calmer les ardeurs, comment ramener la paix, l'ordre? Calmer les ardeurs, pour moi, c'est simple. Ceux qui ont choisi la voie de la perdition vont faire face à la rigueur de la loi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous n'avons qu'une nation. Et donc, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, que ce soit le chef de l'État qui doit rester là en tant qu'arbitre, que nous puissions trouver un tremplin pour reprendre nos tests, redécortiquer nos tests, au besoin s'accorder à supprimer ce qui fâche, ce qui n'arrange pas le plus grand nombre, afin de sortir de l'ornière. Mais je refuse que parce que quelqu'un croit qu'il est le seul à pouvoir brûler, à pouvoir incendier le pays, que parce qu'il a incendié le pays, on l'appelle pour dire non, viens, on veut t'écouter. Mais c'est nous dire à nous autres, qui en réalité aujourd'hui sommes dociles et qui n'avons pas commencé à incendier le pays, qu'on n'a pas besoin de vous appeler. Si on veut nous montrer la route pour dire qu'il faut incendier avant qu'on ne vous donne la main, ben qu'on leur donne la main. Peut-être quand ce sera à notre tour d'incendier, on nous donnera aussi la main. Puisque tout le monde veut avoir la main du chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que Nago, Patrice Talon a confirmé ce que certains de ses ministres ont dit. Il n'y aura pas de dialogue avec des présumés terroristes. Il n'y aura pas de grâce ni d'amnistie. Est-ce que dans ces conditions, le pays marche vers la paix tant souhaitée ou on marche vers le chaos? Chers confrères, vous savez, bon, j'ai admiré une tournure que vous avez utilisée tout à l'heure. Je sais si mon visage aussi l'a admiré. Vous avez dit présumé terroriste. C'est déjà un gros effort. C'est présumé. Bon, c'est vrai que depuis que la justice a changé de couleur, bon, on peut s'offrir toutes les lubies. Sinon, de mon point de vue, si des ministres déclarent à la face du monde qu'on ne dialoguera pas avec des terroristes, je trouve simplement que ces genres de propos sont gravissimes. D'abord, a-t-on déjà détecté, mis en exergue, et des actions et des personnes en termes de terrorisme, véritablement? Je dis ici solennellement non. Y a-t-il eu un jugement qui a abouti à ce que tel est désormais terroriste? Ou alors on est dans, comme vous l'avez dit tantôt, présumé. Donc, si c'est la présomption, je vois mal un ministre ou tout autre responsable à la tête de ce pays dire « Nous ne dialoguons pas avec des terroristes ». J'aurais souhaité d'abord que cela soit connu, accepté de tous. Ah oui, évidemment, on en est arrivé à la culpabilisation réelle après que la justice ait prononcé ses sentences. Désormais, on a affaire à un terroriste. Et là, après ce que le ministre peut dire, nous ne dialoguerons pas avec de terroristes. Mais lorsque, dans le plus grave des cas, il s'agit de présumer, encore que
cette terminologie fait polémique, je trouve que c'est mal à propos. Mais que le chef de l'État ou que ses ministres tiennent des langages durs et autres, je le leur accorde. Entre nous. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure que ceux qui ont choisi de brûler le pays, bon, bien que je ne suis pas le devin, j'ai senti à travers ces propos un peu de fixation. Je voudrais, si ce n'est pas le cas, qu'il m'en excuse. Lorsqu'il indexe des rues. Mais, attendez, moi, je me suis amusé à dire dans une chronique la dernière fois, mais est-ce que le gouvernement, au bout des 5 ans, qui aurait passé tout son temps, comme si un certain ancien président constituait une part du programme d'action du gouvernement, va continuer encore les 5 années à finir. Bien sûr, j'ai dit je. Bien entendu. C'est un genre majeur, c'est un commentaire. C'est un commentaire qui m'engage d'ailleurs. Je me dis non. C'est-à-dire, durant ces 5 années, je vous mets au défi de me dire qu'il y a une semaine où, sur l'échiquier national, telle autorité ou telle n'ait pas fait allusion à tel ancien président, qui devrait déjà considérer comme quelqu'un qui est à la touche. Mais on le ravive, on lui fait, on le dessine, on le... S'il y a des pistes, des preuves de ce qu'il implique dans des choses, n'a-t-on pas le droit d'évoquer son nom? Vous savez, je ne voudrais pas transposer ici des considérations religieuses ou spirituelles. Lorsque j'observe parfois dans certaines églises, que Dieu me pardonne, les partisans de ces églises me pardonnent, il y a certaines de ces églises où les gens se rassemblent et tout le temps, caillou en main, bâton en main, on s'acharne à tuer Satan. Je dis, Satan est où? À force de le dire, Satan vient s'installer. Je veux clôturer ce débat. Je vais clôturer ce débat pour dire que, mais écoutez, laissez celui-là qui a déjà fait son temps. Et puis, faites-nous rêver. Faites-nous développer. Développez-nous. Occupez-vous de votre, du PAG ou de toute autre chose intéressant et tout. Mais laissez celui qui a déjà, qui n'est plus le pouvoir. Et donc, on a constaté que tout le temps, et puis ici, sur ce plateau, bon, vis-à-vis Assemblée, faire ce genre de focus sur moi j'appelle ça de la fixation. Mais si ce n'était pas son intention, je voudrais m'en excuser. Mais je suis presque certain que c'est ce qu'il a voulu faire. Patrice Talon a affirmé qu'il n'y a aucun candidat à APC 2011-2021, bien sûr, derrière les barreaux au Bénin. Il n'y a pas de... Aucun candidat à l'élection derrière les barreaux au Bénin, figure derrière les barreaux, tout simplement. Vous savez, préventive. Oui, évidemment. Vous savez, le chef de l'État, je vous l'ai dit, à chaque fois quand il a une prise de parole, moi je me réjouis, je me dis, je vais trouver tellement à dire. Je n'ai pas besoin d'aller le tirer les verres du nez. Ça sort tout simplement. Il fait une déclaration, juste à côté, il dit autre chose, et puis vous avez de la matière. Vous avez, par exemple, cette petite séquence où cet extrait constitue quand même de la matière aussi, pour dire que je ne voudrais pas citer de nom ici. Les Béninois, nous vivons sur cette planète et je voudrais rassurer mon compatriote qui a semblé s'interroger, qu'il a l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays. Non, nous vivons dans le même pays. C'est vrai que parfois il nous arrive, certains d'entre nous font semblant de ne pas vivre sur le même territoire. Nous sommes sur ce même territoire et nous avions observé qu'il y avait des gens, des prétendants à la magistrature suprême qui étaient sérieusement engagés, je ne voudrais pas citer de nom, hommes comme femmes d'ailleurs, et qui sont engagés. Qui savait, à moins qu'il n'ait fait preuve de facilité d'observation, de facilité d'analyse, il savait pertinemment qu'ils n'iront pas au bout. Ils n'iront pas au bout parce qu'il y a eu des freins. Tout à l'heure... Pourquoi s'engager, débourser 50 millions de caution, tout un certain cause? Non, mais ça dit, certains ont pensé, peut-être naïvement, que Dieu me pardonne, et que ce faisant, ils vont amener ceux d'en face à de meilleurs sentiments. Mon compatriote a reconnu tout à l'heure que lui, il est pour qu'on se retrouve un jour et que ce qui fâche là, qui arrange le plus grand nombre, la bande est là, c'est passé, il ne peut pas revenir sur ses propos, et qu'on puisse dépouiller, gommer ces choses qui fâchent et qui empêchent le plus grand nombre d'être à l'aise. C'est tout le problème maintenant en fait. Lorsque, à un moment donné, on a choisi, n'est-ce pas, d'éliminer, il n'y a pas autre chose pour le dire, d'éliminer les concurrents les plus
est plus probable. Vous avez des conditions à remplir pour être candidat. Oui, évidemment, lorsque vous allez au baccalauréat, et qu'on vous demande que votre papa doit posséder à 2 palmerins, votre papa n'en a pas. On vous dit que votre papa doit avoir 2 palmerins avant, et ça doit faire partie des critères. Vous n'êtes pas éligible, c'est pas comme ça exclu. Oui, évidemment, on vous demande 2 palmerins. Mais attention, votre papa n'a pas de palmerin en ce moment parce qu'on ne lui a pas permis d'acquérir des terres. Par contre, le papa qui est de l'autre côté a 10, 20, 15 palmerins et se propose, n'est-ce pas, de vous en offrir quelques 2. Sans les palmerins, vous ne pourrez pas prétendre à quoi que ce soit. Voilà le parrainage. C'est aussi simple que cela. Je l'ai dit, je le dis ici pour les enfants de la classe de CE1, CE2, pour qu'ils comprennent ce qui se passe au pays. Et donc, à un moment donné, l'oncle s'arroge les 20 parcelles ou les 20 palmerins, les met à côté, s'assoit. Il n'a pas besoin. Il n'a besoin que de plein droit, bien entendu, parce qu'en fait, c'est le champ à tous. C'est ça aussi le problème. Le Bénin est à tous. Le Bénin n'est pas à celui qui a gardé par-devers lui les palmerins. Le Bénin est à tous. Et donc, les autres ont prétendu, dit, mais je veux jouir aussi de cela. On dit, mais on t'en donnera quand on veut. On en donne à ceux qu'on veut. Et on est allé choisir. Écoutez, je voudrais m'en arrêter là pour dire, franchement, de mon point de vue, moi j'ai toujours soupçonné le chef de l'État, le candidat à sa propre succession et tout ce qu'on veut, comme quelqu'un qui avait du coin. Ce n'est pas une insulte. Mais je me suis rendu compte, au détour de cette présidentielle, qu'en fait, je me suis trompé. Parce qu'avoir du goût, c'est accepter aussi d'avoir des concurrents de taille auxquels on se confronte. Mais on n'a pas de goût en se confrontant à des figurants. Non, c'est-à-dire, je voudrais être fier d'avoir combattu. Il a mis ses gants, je sais que c'est un poids plume, je suis un poids plume, ou alors il a un poids lourd, je suis un poids lourd, et on se combat. Mais lorsque je suis poids lourd et que je m'en vais choisir des poids plumes, des poids duvet, je n'ai pas de goût. C'est le sentiment que moi j'ai eu. Le Fonds Patrice Talon a affirmé sans réserve que des chefs d'État voisins ont financé Rigaud Madougou, la débâcle avec des valises d'argent, alors qu'on était membre d'aucun parti. Est-ce que ces propos du chef de l'État ne vont pas créer des incidences diplomatiques entre pays voisins? Voyez-vous, nous avons tout fait au Bénin de nous mettre dans une position de faiblesse vis-à-vis de tout et de tout le monde. Nous l'avons toujours fait. Et parce que, à un moment donné, les gens ont commencé à se dire, en tirant sur telle ficelle, ce pays-là va vaciller, ce pays-là va tomber. On nous a tout le temps fait peur en disant, si le Nigeria tousse, tous les Béninois meurent. Vous avez vu faire dans un passé récent. On a toussé. Le Nigeria a toussé. Le Nigeria a vomi. Et nous ne sommes pas morts. Si eux, ils ont toussé, ils ont vomi, et nous étions juste enrhumés, nous devons aller chercher les médicaments pour que prochainement, quand ils seront par terre, que nous n'ayons plus le rhume. C'est important. Il est illusoire de dire que dans une république, lorsque je suis au pouvoir, mon devoir, c'est de baliser le terrain. Pour ceux qui veulent le pouvoir, je dois baliser le terrain et ils viendront m'arracher le pouvoir. L'opposition béninoise, cher aîné journaliste, l'opposition béninoise a manqué de faire son devoir. Ils ont manqué de faire leur devoir. Je vais vous dire pourquoi. Les tests dont on parle aujourd'hui, qui parlent de parrainage, ont été votés en quelle année? Lorsque l'on fait ses devoirs et qu'on regarde bien ces tests-là, on sait très bien qu'à partir du moment où ces tests-là sont votés jusqu'à l'élection de 2021, que ce n'est que les maillons d'une même chaîne. Les opposants ne sont pas contre le parrainage, mais ils sont contre le système, ils sont contre le système mis en place pour obtenir le parrainage et ils l'ont dit tout le temps. Quel système est mis en place pour obtenir le parrainage? Quand en 2019, on vous dit, il n'y a pas de député d'opposition, en 2020, il n'y a pas de maire d'opposition. Peut-être que vous voulez rester dans une forme de semblant. Je vais vous dire. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que des candidats capables, valeureux. De qui ça a été? Quelle vision
ils ont montré autre que ce que le président Patrice Talon est en train de faire, qui les rend candidats capables. Le président Patrice Talon, en 2016, lorsqu'il est venu, nous étions à 0 MW de production. Aujourd'hui, nous sommes à 185 MW. Je vais finir, non. Pour les évaluer. Exactement. Pour que je puisse mettre quelqu'un à l'œuvre, il faudrait que celui-là me montre que celui qui est là, celui qu'il est en train de faire, je suis capable de faire mieux. Vous les avez déjà écoutés exposer un jour leur politique énergétique, leur politique par rapport à l'eau, leur politique par rapport aux infrastructures. Ils voulaient être candidats d'abord. Très bien. Ils ont la possibilité de suffisamment réfléchir pour être prêts en 2026. Parce que je dis ceci. Le Bénin où on sort de nulle part, on ne réfléchit à rien. Je dis bien on ne réfléchit à rien. Ça va étonner mon vis-à-vis. Je l'ai vu s'exclamer, oui, Patrice Talon, lorsqu'il est venu en 2016, il est venu avec un projet de société où il a fait des diagnostics et il a fait des propositions. Oui, c'est comme ça qu'il est venu. Le 17 janvier 2016, il a présenté son projet de société avant que d'autres candidats qu'on jugeait sérieux se mettent à courir pour voir que oui, ils peuvent prendre et mettre en place un projet de société. Le Béninois est suffisamment instruit, suffisamment intelligent pour ne plus permettre cette déboire-là. Lorsque quelqu'un se lève, nous avons toutes les institutions de la République. Il a dit ici qu'on fait fixation sur des anciens présidents. C'est faux. Si un ancien président se lève et il lance un mot d'ordre et il ne voit pas de population devant lui et il est obligé de prendre un autre ancien président et ils vont chercher de popularité au marché, t'entends pas? Et même prêt à se battre dans un marché. Un ancien président. Lorsqu'un ancien président se comporte de cette manière-là, ne disons pas que c'est nous qui sommes allés le chercher du passé. Non, c'est lui qui s'est invité dans le présent et qui s'est illustré de la façon la plus piteuse possible dans le présent. Et donc du coup, c'est ça les erreurs que les gens font. Et souvent, c'est ce que l'opposition fait comme erreur. Les gens croient que on regarde juste le présent, on fantasme sur l'avenir, on est déjà arrivé à là où on va. Non, c'est faux. On est obligé de tenir compte du passé, de tenir compte des actes que chacun pose. Et c'est ça qui va dans un dispositif de réflexion et qui permet de prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on dit qu'on est allé chercher un président dans le passé, j'ai dit mais c'est extraordinaire de dire des choses comme ça. C'est à croire que des anciens présidents aujourd'hui ne s'invitent pas dans le débat dans le présent. Et donc quand ils s'invitent dans le débat au présent, nous devons considérer que c'est des gens qui sont dans le passé, il faut les laisser. Et qu'il ne faut pas réagir. Lorsque ils commettent des gens sur Internet, dans les journaux, excusez-moi du peu, pour intoxiquer, dire des contre-vérités, on doit se taire, on ne doit pas répondre. Moi, je dis très bien, écoutez-moi, nous allons faire court. Je dis ceci. Dans un pays comme le Bénin, moi, en 1990, j'étais déjà en âge de voter. J'avais déjà participé en tant que premier délégué du CEJ d'Antokwa en 90 avec les PCB et autres à chasser le président Mathieu Kérékou. Et donc, de 90 jusqu'en 2026, j'ai confié ma destinée à des hommes que j'ai jugés capables et autres et ils m'ont ramené à 36 heures de délestage en 2016, tous les jours que Dieu donne. Je dis ceci. Dans la vie, on fait un choix. De 90 à 2016, j'ai vu des gens faire. J'ai vu une foultitude de Béninois faire. Et je connais leurs limites. Ils sont encore là, tapis dans l'ombre, et veulent revenir peut-être sans rien avoir appris de plus qu'avant. Et de 2016 à 2021, j'ai vu le président Patrice Talon. Oui, qui m'a permis de sortir de 0 MW de produits à 185. Je l'ai vu avec une politique de l'eau. Comment vous pouvez imaginer? Regardez. Pas du tout. Si en 2026, le président Patrice Talon dit qu'il est candidat, il mourra en face de lui. Je vous le dis. Je ne le charme en rien. Je ne suis demandeur de rien. Dis donc, je ne le charme en rien. Je dis si en 2026, il dit qu'il est candidat, il mourra en face. Il mourra en face vite et bien. Mais c'est à vous de voir. On peut se dire que je suis mouvancier. Je suis plus qu'un mouvancier. Je suis celui-là
qui ne voit que les choses secteur par secteur. J'ai vu Patrice Talon venir avec un programme pour nous permettre à Dassa, une ville qui accueille un événement régional tous les ans, où il n'y a pas d'eau potable. J'ai vu un Patrice Talon en train de dire, je dois donner de l'eau là. J'ai vu Savalou qui n'avait pas d'eau. Il a dit, j'apporte de l'eau là. Et à l'international, pour les ODD, en choisissant les pays qui sont en train de faire des expériences, on a choisi le Rwanda, on a choisi le Bénin. C'est du palpable, c'est du concret. C'est ce que je regarde. J'ai vu un Patrice Talon qui dit, je ne regarde pas si la maison là, c'est un opposant qui habite là. J'arrive à la Rêve-Vive, j'asphalte toutes les rues, quoi qu'en soit celui qui habite là. J'ai vu un chef d'État qui a choisi de faire certaines choses qui sont devenues des choses inespérées. Je suis revenu d'ailleurs. Savez-vous que je suis revenu d'ailleurs et je n'ai pas su par où passer, arriver devant Ciné Concorde. Je n'ai pas su par où passer et mon vis-à-vis le sait. De 1990, où nous avons passé notre temps à dire, oui, la démocratie, c'est laissez-nous tuer les gens avec 4 mois de grève dans les hôpitaux. Laissez-nous rester à la maison pendant 4 mois sans que nos enfants ne puissent aller à l'école et autres. Nous avons passé le temps à confondre la démocratie à l'anarchie, au désordre. Nous sommes allés jusqu'à, je vais vous dire, nous sommes allés jusqu'à un niveau au niveau de l'article 79 de la Constitution, qui donne le pouvoir aux députés de légiférer. Les députés à l'Assemblée nationale ont légiféré dans ce pays et des magistrats sont allés en grève. Ils ont porté torche pour aller faire grève quand les autres ont utilisé le pouvoir que la Constitution leur confère. Nous sommes arrivés à un niveau de désordre qu'il fallait arrêter. Pour dire, nous sommes dans un pays de démocratie, c'est vrai. Lorsque je dis ce que je vais dire, je réponds de ça. Lorsque je fais bien, je réponds. Lorsque je ne fais pas bien, je réponds. J'ai vu un peu l'arrestation de Réki Amadougou. Venons-en. Réki Amadougou n'était pas seul dans la voiture. Le professeur Joël Aïvon était dans la voiture. Pourquoi le jour où Réki a été mis aux arrêts, le professeur Joël Aïvon n'a pas été arrêté ce jour-là? Parce que en ce jour-là, à la date de ce jour-là, il n'y avait rien contre lui. Essayons de voir les choses de façon détachée. Vouloir faire croire que dans notre Bénin, il y a des saints et qu'il y a des diables, je dis, c'est totalement faux. Je dis, tant que nous allons continuer à croire que nous sommes dans une république où l'on choisit de faire ce qu'on veut sans pouvoir jamais y répondre, je dis, c'est scandaleux. J'ai vu un Léadi Soglo qu'on a élu à la tête de la Renaissance du Bénin. Parce qu'en ce moment, je vous dis, j'étais de la Renaissance du Bénin. Je l'ai vu, on l'a élu à la tête de la Renaissance du Bénin pendant 5 années. Il a fait 7 ans sans pouvoir faire congrès. C'est lui là. C'est lui. Oui, mais c'est des faits que nous connaissons. Même de l'extérieur, il dit des choses que vous ne pouvez pas aller défendre là-bas. Mais nous entendons. C'est dire que celui-là, qui à un petit niveau du parti La Renaissance du Bénin, n'a même pas pu appliquer la démocratie de ses propres tests. C'est celui-là qui veut nous ramener la démocratie au niveau national. Non, cessons de faire de l'amalgame, cessons de nous éterniser dans de la bêtise. Ceux qui parlent, nous les connaissons. Mais je dis, aujourd'hui, je ne suis pas trop âgé, mais je peux vous assurer que j'ai déjà fait le demi-siècle. Et tous ceux-là qui sont en train de parler, j'étais déjà à l'université, j'étais en âge de réfléchir et même d'être chef autant qu'eux. Avant de croire en eux et de les laisser prendre à main ma destinée. Et donc aujourd'hui, qu'on parle de ceux-là, comme c'est ceux-là qui sont les messies, qui viendront nous montrer autre chose que ce qu'on a vu d'eux, je dis non. Passons le cas. A fait un aveu, les députés ont porté une proposition de loi en 2019, ils ont révisé la Constitution, mais au cours de l'entretien, le chef d'État dit que c'était à son initiative. Est-ce que cette déclaration ne compromet-elle pas le Parlement taxé de monocolore? Non. Comment est-ce qu'une déclaration pourrait encore compromettre un Parlement qui est déjà compromis? Non, je vous en prie. Non, bon, ceux qui ont tiqué, honnêtement, seraient très peu dans le pays. Non, mais attendez, je vous en prie.
Donc, chers confrères, mais là, je sais que vous êtes en train de faire une sorte de commodité de langage, puisque vous saviez quand même que le chef de l'État était porteur de cette révision. Alors là, je ne suis pas un devin. Non, on n'a pas une dette de vous. Vous analysez bien ce qui se passe dans le pays, et vous allez en deviner. Donc, il y a eu plein. Non, mais écoutez, donc vous en êtes encore à cette étape. Je ne veux pas vous faire de jugement. Et ce n'est pas mon vis-à-vis qui dirait le contraire. Il n'aurait pas été surpris. S'il me dit qu'il a été surpris, alors là, je serais encore davantage surpris par deux propos qu'il a tenus ici. Et je voudrais les relever. Le premier des propos est celui-ci. Lorsque Patrice Talon voudra se représenter en 2026, il me verra sur son chemin. Deuxième propos. J'ai vécu de 1990 à 2016. J'ai jamais vu de pareil. Il a fait des choses grandioses, formidables et tout le reste. Je ne voudrais pas dire extraordinaire, non. Il n'a même pas osé dire extraordinaire. Et je ne voudrais pas lui permettre de dire extraordinaire, non. Il a fait des choses grandioses, n'est-ce pas? Alors, pas extraordinaire. Extraordinaire, c'est ça qui sort de l'ordinaire. Jusque-là, le chef d'État n'a encore rien fait qui sorte de l'ordinaire, à mon sens. Et mieux encore, il n'est qu'en train de faire ses offices. Je l'ai élu pour qu'il puisse développer le pays. Il n'a encore rien fait d'extraordinaire. Et donc, mais je voudrais surprendre mon vis-à-vis, mon cher compatriote, si Dieu nous prête vie en 2026, et lorsque bon non, celui seul qui a le souffle, qui est bon, c'est lui seul qui sait tout faire et tout, intelligent, beau, il nous bien ses lacets, il met la plus belle cravate. Voilà qu'il n'y a plus apparemment aucun autre Béninois intelligent. En 2026, il ne l'a jamais dit. Je ne dis pas qu'il a dit. Je dis en 2026, mon compatriote qui est là ne sera alors que seul en face du chef de l'État, parce qu'il a osé dire courageusement que s'il revenait en 2026, il sera en face de lui. Donc ce n'est que lui seul, parce qu'en fait, le plus intelligent en ce moment, celui qui s'est le plus développé depuis 80 ans, on n'a jamais vu pareil développement. Je vous en prie, parce qu'il avait la parole tout à l'heure, où il avait laissé tout le temps, il a épuisé le sablier, j'ai rien dit. Et donc, celui-là seul fait tout depuis 90, il n'a jamais vu autant de réalisations. Et puis, en 2026, qui d'autre de maintenant, 2026, pourrait devenir aussi intelligent, être à l'école de Patrice Talon, pour qu'il puisse se satisfaire de ce que, M. Patrice Talon est à la fin de son mandat, définitivement, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. C'est là où je dis que je le surprendrai, parce que je serai là, si Dieu me prête, pour lui dire, tu as fait faux. Enfin, je le tutoierai entre amis. Mais je voudrais, laissez-moi la parole de continuer, parce que là, vous n'allez pas me l'arracher. Pour dire ceci, il a cité la haie vive. Il a choisi le plus mauvais exemple, de mon point de vue. Et ça, c'est de mon point de vue. Je me refuse de citer la haie vive en termes d'assaltage pour dire ça a été un progrès, ça a été quelque chose de formidable. Non, mais je voudrais inviter mon collègue, enfin, du moins mon compatriote et frère. Je suis très heureux de l'avoir découvert parce qu'il est dans un domaine qui est assez stratégique. Je l'invite à Fossa. Fossa est à combien de kilomètres de Cotonou? La haie vive a besoin d'être encore embellie. Mais qui vit à la haie vive? Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas moi. Je ne sais pas s'il vit déjà à la haie. Je vous en prie, je ne suis pas sûr qu'il vive déjà à la haie vive. Je ne lui refuse pas d'aller vivre à la haie vive. Mais je l'invite à venir vivre avec moi à Fossa, à Saint-Cécile, derrière Ladi, et quelque part derrière Papa, et tout le reste, de venir vivre la paupérisation. Je vous en prie. Ce n'est pas le meilleur exemple, la haie vive. Je serai à la place du concepteur de l'asphaltage, que je ne vais pas aller faire l'asphaltage forcément à Fossa, mais j'irai donner à ceux qui en ont besoin dans Cotonou, parce qu'en fait, c'est aussi la vitrine du Bénin. Mais on ne va pas aller mettre davantage ceux qui ont... C'est les milliardaires qui sont à la haie vive. Je suis désolé que ce soit cet exemple qu'ils choisissent. Mais il est libre de le faire. Peut-être qu'il vit déjà à la haie vive et je vais lui rendre visite si c'est le cas. Mais là, franchement, je l'invite à venir vivre avec moi à Fifadi. Je lui dis de venir derrière Zobo pour voir ce que c'est que... Et même ici, nous sommes ici, à quelques encablures de ce quartier, de venir vivre ici aussi. Donc, ne confondez pas les choses. Moi, je dis, ça a été une grosse erreur de faire ce qu'on a fait à la haie vive, alors que nous autres, quelque part, n'avons pas de l'eau derrière Sainte-Cécile, n'avons pas de l'eau derrière Papa, quelque part dans les confins de Ladier qu'on sort. Je ne suis pas du tout d'accord. Là encore, ça a été du clientélisme, si j'ose ainsi dire, cet asphaltage, à des points donnés.
Il faut avoir le courage de le dire. Et moi, je suis dans le beau rôle aujourd'hui pour dire, j'ai élu un président de la République et j'ai choisi de dire ce qu'il fait de mauvais. Monsieur le Président, c'est mauvais. Mais lui, vous êtes libre de dire, d'applaudir, à vous rompre les phalanges parce qu'il fait du bien. Mais moi, j'ai choisi de dire, de le suivre au pivomètre. Quand il fait mal, je vais le dire. Quand il fait bien, je vous laisse le dire. Pour la fin de cet entretien, mais avant, il y a deux sujets récents qui me tiennent à cœur. La démission de Jean-Michel Abimbola du Bloc républicain, vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Un mot sur la démission du premier responsable adjoint de votre parti après les élections, à la veille de la formation de nouveau gouvernement. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le parti. Je savais que vous allez en arriver là et donc je suis préparé pour vous répondre par rapport à ça. Mais j'ai vu que mon grand frère ne m'a pas bien suivi. Quelqu'un qui dit qu'il a été premier délégué du siège d'Antokwa, vous imaginez à peu près où il a vécu. Retournez un peu en arrière. Je suis né là-bas. De là où vous parlez, c'est vrai que je suis né à Idjedo. Et donc je connais Saint-Cécile, je connais Vossa. Et je vous prends témoin pour dire que depuis 1990 jusqu'en 2016, vous viviez déjà dans Vossa peut-être. Et donc en réalité, vous saviez que la succession des chefs d'État qui sont venus n'ont rien pu faire pour vous. Je suis heureux. Je suis heureux et j'appelle ici, je crie fort pour que le chef de l'État nous entende ici pour dire que l'heure de Saint-Cécile et de Vossa aussi a sonné. Oui, et que le grand frère est là, le grand frère l'attend. Je suis sûr que quand il viendra, le grand frère pourra sortir de sa maison, le saluer pour dire bon, bienvenue. Alors, je vais vous dire, vous avez dit, le numéro 2, le numéro 1 et Jean-Michel Abimbola, moi j'ai pour habitude de l'appeler le métronome. Le métronome au niveau du Bloc républicain parce que lors des assises pour créer le Bloc républicain, c'est celui-là qu'on voyait assis avec toutes les autorités aujourd'hui du Bloc républicain et qui s'est attelé à diriger les débats, que ce soit pour les tests, les statuts, le règlement intérieur et autres, tout et tout. Donc, je pourrais dire que le Bloc Abimbola, le Bloc républicain, c'est dans son sang. C'est dans son sang. Alors, qu'aujourd'hui, j'apprenne, j'ai appris comme tout le monde que il a déposé sa démission. C'est vrai qu'il y avait déjà eu des mésententes et autres et tout, où il a été blâmé. Alors aujourd'hui, il dépose sa démission. J'ai le cœur gros. Je suis vraiment meurtri parce que je sais que pour quelqu'un quand même qui a pu tenir tête à des mastodontes dans le plateau et a toujours obtenu son siège, même si les mastodontes sont tombés devant lui, je me dis que le voir partir, pour moi c'est de la division, c'est-à-dire c'est de la soustraction. Et en politique, surtout maintenant que nous sommes tous en train de faire nos armes, nous sommes en train de nous former au système partisan, au militantisme politique et autres, il n'est pas conseillé que ceux-là qui étaient nos mentors, ceux-là qui sont restés devant, que nous avons suivis, par un malheureux hasard, partent de cette façon-là. Je me dis que ça fait partie des intrigues politiques et l'avenir nous montrera où ça finira. Gros maillon du Bloc républicain, il est parti fédérateur. Est-ce que le parti aura désormais des difficultés? Beaucoup vont démissionner pour le sourd, ou bien il va partir seul et atterrir dans une autre partie, toujours de la mouvance, parce qu'il a dit qu'il sera toujours du côté du chef de l'État pour le développement de ce pays. Non, mais si vous aviez observé comme moi, je suis sûr que mon frère tentera de dire le contraire, parce que c'est ça. En fait, ces deux blocs, il y a aussi les autres partis satellitaires du chef de l'État qui se livrent en ce moment une guerre effroyable. Si vous avez observé, juste après la présidentielle, par presse interposée, tout ce qu'on veut, on dit c'est celui-ci qui a plus travaillé pour machin. Donc, il faut former le gouvernement. Donc, évidemment. Et donc, je ne voudrais pas inscrire le départ de ce monsieur dont il a dit autant de bien. Et d'ailleurs, c'est heureux de savoir que quelqu'un qui est encore au sein trouve que l'autre était bon. Donc, c'est honnête de sa part. Et je ne voudrais pas l'inscrire, le départ, dans ce sillage-là, mais je dis que tout est possible. Surtout, lorsque vous êtes deux enfants gâtés, vous n'aviez pas fait d'efforts et vous êtes retrouvés là où vous êtes. Je veux parler des deux partis présidentiels, n'en déplaise à mon frère. Vous êtes sévère avec Non, je suis gentil, d'ailleurs.
il doit le savoir. Et donc, ils n'ont pas fait d'efforts. Lorsqu'il leur sera demandé de faire des efforts, c'est là où vous allez voir la dégringolade. Je ne voudrais pas le leur souhaiter. Et déjà, ils se torpillent, ils se canardent, ils se tirent dessus. Donc, voilà. Le vendredi, une cargaison de munitions a été arraisonnée à Banté dans les collines épicentres des soulèvements préélectoraux. J'espère ça, Nago, ironie du sort, c'est à Banté que cette troupe l'a retrouvée. Chers confrères, votre introduction ne me fera pas valdinguer. Je ne vais pas rentrer dans votre jeu que je voudrais traiter de malsain dans la mesure où tout accident peut se produire sur tout le territoire, sur n'importe quelle tronçon du Bénin. On devrait rester dans la juxtaposition des faits et ne restituer que ce qu'on doit restituer. Je trouve que c'est un peu cynique, venant de qui que ce soit, que l'on trouve que le chauffeur est de Aléjo, du Togo, tel aussi est du Togo, tel aussi est du Togo, et puis des munitions. Oui, ce sont des munitions, pas des munitions de guerre, je vous en prie. Je n'ai pas faire. Je sais qu'il y a des gens ici autour de ce plateau qui en savent un peu sur ce que c'est qu'une munition de guerre et tout le reste. Il s'agit de billes, c'est des cartouches à billes que... Il n'y a pas de munitions de plus calibre qui ont servi quand même à tirer sur évidemment, et on vous a eu sur ce... Non, mais évidemment, on peut tirer sur n'importe qui avec la batte. Je suis d'accord. Mais il ne s'agit pas de munitions de guerre. Et c'est-à-dire, le fait de parler avec emphase, de dire 12 calibre 12 calibre 12, mon oncle du village a sa carabine, et là, moi, c'est des choses que j'ai vues. Même les cartouches, enfin, le conditionnement de ces cartouches, c'est que je les ai découverts comme ça. J'en ai vu dans mon enfance, quand j'étais encore un peu plus adulte. Je n'en ai pas utilisé parce que je n'ai pas un permis de port d'armes. Mais moi, mes oncles, anciens combattants et tout le reste, en fait, ce sont les cartouches qu'on utilise pour tuer les agoutis. C'est avec ça qu'on tue les agoutis. Vous avez banalisé la dangerosité des cartouches arraisonnées par la police suite à un accident mortel à Banté. Je le comprends. Je le comprends en ce sens que lorsque un Français a pris un couteau et a poignardé une policière, on a tiré sur lui sans sommation, on l'a traité de terroriste. Bon, alors, lorsqu'on vient au Bénin et qu'on tire sur des militaires, c'est pas du terrorisme, le mot est trop fort. Je le comprends. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et je dis, il est dans son rôle. Son rôle est clair. C'est-à-dire que, bon, il faut forcément faire un effort pour trouver quelque chose de mauvais venant de l'autre. Je crois que c'est dans ce rôle-là. Il nous a traités d'enfants gâtés, c'est vrai. C'est vrai. L'UP et le BS sont des enfants gâtés. En fait, des enfants tellement gâtés que, à divers niveaux, ils ont tué leurs partis politiques, peut-être qui étaient des partis politiques de communes, des partis politiques de département, des partis politiques de rue. Ils ont accepté se départir de tous ces partis politiques-là et de se mettre ensemble pour former une famille. Je voudrais dire à mon aîné, moi, j'ai une seule femme et j'ai 3 garçons. Et je peux vous assurer que ce n'est pas parce que je suis le père de famille, j'ai mon épouse et que j'ai les enfants, qu'il n'y a pas de bataille entre les enfants. Déjà à la maison, depuis la maison, il y a des batailles. Nous sommes d'accord. Lorsque toi, par exemple, tu es président de ton parti politique, que tu as accepté, laissé tomber, pour aller au Bloc républicain, c'est pour rentrer dans un dispositif plus grand que le tien, plus national que le tien. Et donc, que par exemple aujourd'hui, il y ait des dualités, il y ait des questions de leadership et autres, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel. Ça devrait même pouvoir être suscité. On devrait pouvoir continuer dans la même lancée jusqu'à arriver à un niveau où chacun sait que désormais, voilà, tels sont les actes, il faut faire preuve de tel leadership pour arriver au sommet. Pour le moment, nous allons continuer en bon béninois avec les coups bas, aller avec les coups foireux, avec les histoires inutiles. Et le moment venu, nous allons nous stabiliser. Je voudrais inviter mon vis-à-vis, s'il est proche des autres, qui n'ont pas commencé à se mettre ensemble, d'aller leur dire de faire vite. D'aller leur dire de faire vite parce qu'en réalité, nous allons finir par nous stabiliser et quand ils voudront s'organiser, on les empêchera de s'organiser. Allez dire à vos trucs. Et maintenant, oui, vous avez dit, oui. Pour moi, ce n'est pas un événement qui m'amène déjà aujourd'hui à commencer à polémiquer.
s'il n'y avait pas eu les élections, s'il n'y avait pas eu les élections présidentielles, et qu'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu comme débrayage, on aurait peut-être trouvé ces cartouches-là, et les gens allaient relativiser la chose. Ne participons pas à envenimer les situations. Prenons les choses avec tact. Imaginons par exemple qu'il n'y a même pas eu accident. Et demandez-vous, qui sont ceux qui sont chargés de contrôler, ils ont laissé jusqu'à aller à Dantec. Et aujourd'hui, tout le monde crie. J'aurais voulu qu'on relativise, qu'on se dise que nous n'avons qu'une seule nation. Nous avons mis la police, nous avons mis les institutions, nous avons l'armée. Laissons-leur faire leur travail. Parce que quoi qu'on dise, ceux-là qu'on taxe aujourd'hui, bon, de ceci ou de cela, ils ont leurs frères aussi qui sont dans l'armée. Ils ont leurs frères qui sont dans la police républicaine. Commençons à nous faire confiance. Relativisons. Ramenons la balle à terre. Faisons en sorte de montrer à nouveau le génie du Béninois. C'est ce génie-là qui bientôt va être copié par les pays voisins. C'est vrai que j'ai des frères qui n'ont pas encore vu la chose. Ils verront et ils rentreront dans les rangs. C'est sûr. Parlons entre nous pour que le Bénin puisse aller dans le bon sens sur les rails de développement. Voilà ce qui met terme à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie également mes invités d'être venus de partager avec nous leur point de vue sur la sortie médiatique du chef de l'État. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre numéro de Face à l'actu.